La polémique sur les violences policières prend de l'ampleur. La mort d'un livreur plaqué au sol par les policiers relance la question des techniques d'intervention des forces de l'ordre. La France est-elle en retard sur ses voisins? Faut-il faire évoluer nos méthodes de maintien de l'ordre? La réponse ce soir avec notre invité, Willy Ledevin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service police-justice de Libération. On va revenir avec vous sur la mort de Cédric Chouviat, 42 ans. Ce coursier est décédé par asphyxie avec une fracture du larynx après son interpellation. On voit les images à l'écran. Est-ce qu'on commence à mieux comprendre les circonstances de sa mort? Pour l'instant, ce qu'on sait de façon certaine, on le comprend via des vidéos qui ont été tournées par des automobilistes ou par des passants et auxquelles la presse a pu avoir accès et qui montrent une interpellation d'une extrême violence avec 3 fonctionnaires de police qui recourent à une technique qui est une technique décriée pour sa dangerosité du plaquage ventral. Ce qu'on sait au départ, c'est que manifestement, Cédric Chouviat roule un peu vite, comme beaucoup de livreurs à Paris. On lui reprocherait de téléphoner au volant, ce qui est vivement contesté par sa défense, qui explique qu'il avait un micro sur son casque et que dès lors, il est impossible que Cédric Chouviat était en train de téléphoner. Ensuite, les policiers l'auraient verbalisé, et c'est à la suite de cette verbalisation, ça c'est la défense des policiers qui le dit, que Cédric Chouviat serait revenu vers les policiers de façon assez énervée pour les filmer. Là, 2 versions s'opposent. Nous n'avons pas les vidéos qui montrent le déclenchement de l'interpellation. Ce qu'on sait, c'est que la défense des policiers explique que Cédric Chouviat fait tomber un fonctionnaire et qu'ensuite l'interpellation s'envenime, ce qui semble honnêtement extrêmement étrange. Et ensuite, nous avons les vidéos donc tournées par les passants et les automobilistes qui, elles, montrent une interpellation violente, mais surtout des témoins qui expliquent qu'avant le plaquage ventral, Cédric Chouviat fait l'objet d'un étranglement et que l'interpellation, en fait, est peut-être beaucoup plus violente déjà en amont. La famille parle carrément de bavure policière. Absolument. La famille parle de bavure policière. Je pense que ce qui émeut en plus énormément l'opinion, c'est que Cédric Chouviat travaille à ce moment-là, c'est un père de famille de 5 enfants, et que rien ne peut conduire à la mort d'un père de famille de 5 enfants qui fait son travail dans Paris. Vous parliez de ce qui a été mis en cause dans cette interpellation, particulièrement, c'est la technique d'immobilisation qui s'appelle le plaquage ventral. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le plaquage ventral, c'est une technique d'interpellation qui est enseignée à l'école de police et dans les écoles de gendarmerie, qui consiste à plaquer une personne au sol, la cage thoracique est face contre le trottoir, avec la tête légèrement inclinée pour ne pas blesser le visage sur le goudron. Néanmoins, la dangerosité de cette technique, c'est que le fonctionnaire qui la pratique met son genou sur le dos de la personne interpellée et va la comprimer avec son poids contre le sol. Le problème de cette technique, c'est qu'elle est extrêmement anxiogène pour la personne qui l'a subie, que ses bras sont souvent entravés et menottés dans le dos, et que donc il y a un risque d'asphyxie, la personne cherchant son oxygène, se débattant, et en se débattant, elle oblige le fonctionnaire de police à forcer encore plus sur son épine dorsale. Et donc le problème, c'est que pour des personnes qui présentent des pathologies pulmonaires ou respiratoires, c'est tout de suite extrêmement dangereux parce que ça peut générer des accidents vasculaires. Mais elle est autorisée officiellement, cette technique? Alors cette technique, elle est autorisée, effectivement, elle est même enseignée parce qu'elle est efficace. Le problème, c'est qu'elle a déjà généré des décès par le passé. La France a été condamnée en 2007 dans l'affaire du décès d'une personne qui s'appelait Mohamed Saou. L'interpellation a eu lieu en 1998. Nos voisins européens, certains, la Belgique et la Suisse, ont décidé de l'interdire à cause de sa dangerosité. Et elle a été surtout interdite aux États-Unis, dans les villes de Los Angeles et New York, parce qu'en 2014, à New York, un Afro-Américain qui s'appelait Eric Garner a été interpellé, a fait l'objet d'un plaquage ventral. La vidéo de l'interpellation a été diffusée et on voit que pendant plusieurs secondes, Eric Garner crie « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». Cette vidéo a énormément ému l'opinion publique américaine et le plaquage ventral a été banni aux États-Unis. Et alors, pourquoi est-ce New qu'on... York. Pardon, je vous ai coupé. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'interdit pas chez nous? Puisque j'imagine que les forces de l'ordre ne sont pas moins efficaces à New York aujourd'hui alors que c'est interdit. Les forces de l'ordre expliquent que cette technique est extrêmement efficace pour immobiliser quelqu'un, a fortiori sur des situations où il y a beaucoup de personnes à immobiliser d'un seul coup. Et c'est surtout, en fait, c'est une technique qui permet d'avoir accès aux bras et aux mains des personnes interpellées pour pouvoir les menotter.
Bon, là, on parle du plaquage ventral. Il y a eu aussi les tirs de LBD. D'ailleurs, il y a un policier qui vient d'être mis en examen là, à Bordeaux. Le malaise s'amplifie. Hier, après la manifestation, il y a des séries de vidéos qui ont tourné toute la soirée sur les réseaux sociaux notamment, qui mettent en lumière ces violences. Je vous propose qu'on en regarde des extraits. C'est extrêmement violent, c'est normal d'être choqué? Absolument. C'est normal d'être choqué, a fortiori par le tir de lanceur de balles de défense qu'on voit sur cette vidéo, qu'on voit et qu'on entend sur cette vidéo, qui est une folie absolue de tirer avec un lanceur de balles de défense qui envoie un projectile à plus de 300 km/h sur quelqu'un qui est quasiment au contact du policier. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces méthodes, elles vont changer? C'est prévu que ça change ou ça a déjà changé? Alors, on est dans clairement aujourd'hui en France, dans le choix politique d'un maintien de l'ordre, de confrontation et de contact extrêmement violent. Traditionnellement, en France, le maintien de l'ordre obéissait à une doctrine dite de la non-confrontation, qui en fait permettait aux policiers de rester à distance des manifestants, de faire usage de gaz lacrymogène pour essayer en réalité de contenir la foule et de la canaliser. Tout en évitant le contact. Tout en évitant la confrontation, parce qu'en maintien de l'ordre, à chaque fois qu'on se confronte à la foule, c'est là en général qu'il y a des blessures. Et là, on n'a pas l'impression que ça soit cette méthode-là utilisée. Absolument. Depuis 2016, et la contestation de la loi travail portée à l'époque par Myriam El Khomri. Il y a une inflexion qui a été décidée par les autorités préfectorales, surtout à Paris, les Gilets jaunes et aussi, qui est j'imagine. confirmée avec le mouvement des Gilets jaunes et surtout depuis la nomination de Didier Lallement en mars dernier. Le nouveau préfet. Le nouveau préfet de police de Paris, qui a été choisi à dessein pour sa fermeté. Et là, effectivement, les autorités décident d'un maintien de l'ordre de contact et de confrontation avec des unités qui vont au contact des manifestants pour les interpeller. Mais alors, ça veut dire que rien ne change ou rien ne va changer, ou alors au contraire ça change mais dans une dureté ou une violence de plus en plus poussée? Je pose la question parce qu'on nous dit que le ministère doit bientôt annoncer un nouveau schéma national du maintien de l'ordre, une sorte de nouvelle doctrine. Est-ce que vous avez pu la consulter? Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir dedans? Alors on aurait pu se dire effectivement qu'à l'aune du nombre de blessés, du nombre de mutilés qui est absolument historique et sans précédent en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le ministère de l'Intérieur aurait pu prendre conscience de cette situation et réagir. Or, à l'été, le ministère de l'Intérieur a décidé de lancer des travaux pour imaginer un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. On a pu, nous, se procurer un document de travail qui émane directement des réflexions qui ont été menées à Beauvau au cours de l'automne et qui, en gros, va reprendre quasi in extenso les tactiques, les techniques qui sont à l'usage aujourd'hui sur le terrain, mais surtout qui ne remettent jamais en cause l'usage des armes telles qu'elles ont pu être utilisées sur le terrain, notamment les lanceurs de balles de défense, pour essayer de mieux encadrer leur usage, ainsi que les grenades, qui elles aussi, les grenades de désencerclement ou les grenades assourdissantes, qui ont généré des mains arrachées ou des pieds arrachés. Pourtant, à l'étranger, est-ce qu'on a exactement les mêmes traitements? Est-ce qu'on agit de la même manière? Est-ce qu'il y a des solutions dont on pourrait s'inspirer? Alors, dans les pays démocratiques, il y a des maintiens de l'ordre qui sont tout aussi violents que la France. Il y a des maintiens de l'ordre qui le sont beaucoup moins. En tout cas, il y a des maintiens de l'ordre qui permettent aussi une chose importante, c'est qu'à partir du moment où des violences sont commises en manifestation, derrière, tout est fait institutionnellement pour retrouver les policiers qui sont à l'origine des blessures. Alors, en Allemagne, par exemple, on utilise la grenade lacrymogène et le canon à eau, pas les grenades et pas le LBD. Et en Espagne ou en Colombie, on utilise un numéro de matricule extrêmement visible pour qu'on puisse identifier a posteriori les agents qui commettraient des blessures illégitimes. Eh bien, merci, c'est très clair. Merci à vous, Willy Ledevin. Je rappelle que vous êtes chef adjoint du service police-justice à Libération. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la pression sur l'Iran après le crash de l'avion ukrainien qui a causé la mort de 176 personnes. Alors à quoi joue l'Iran? Accident ou attaque volontaire? Quel est le risque d'embrasement dans la région? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. Et moi, je vous dis à lundi. Bonne émission.